You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 18e épisode de la 4e saison de Cold Facts. On commence par Genève. Forcément, on va revenir sur les 6 matchs de suspension que Pouliot a reçus. Genève a fait recours, on en discute. Après, on passe à Ajoie, 16e défaite de suite. C'est le record en National League, un triste record. On va discuter un peu de ce qui se passe du côté du Jura et voir que le travail de Julien Vauclair, nouveau directeur technique, va être véritablement colossal. On enchaîne avec Lausanne, qui a 2 victoires, qui aurait dû jouer mardi, mais en raison du Covid à Langnau, on restera sur 2 victoires, et avec un Jiri Sekac excellent, une première ligne aussi qui semble tourner pas trop mal, et on termine avec une sorte de duo-pack fribourbienne. On va revenir forcément sur le doublé de Julien Sprunger, et aussi parler un petit peu de Brunner et de Mike Künzle. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Les pingouins roulent sur la NHL, ça va très très bien, et toi? Moi ça va bien, malgré ça, où on fout un peu de la NHL, donc je ne savais même pas, j'ai juste vu que Crosby mettait des points, Voilà, comme au bon vieux temps. Ovechkin marque des buts, Crosby met des points, c'est retour en 2008 quoi. Ouais, ou 2005, ouais, c'est bien. Ça te rajeunit pas, moi non plus. On va pas parler de NHL, désolé pour ceux qui se disaient « Ah, peut-être que là, enfin, ils vont nous faire un petit peu de NHL. » Non, on va se concentrer sur le championnat de Suisse, la National League, et commencer par parler de Genève, parce que, au-delà du fait que Genève, grâce à eux, il y a toujours des matchs. Ouais. Alors, ils en jouent une kyrielle, c'est assez impressionnant. Il y a en plus un truc qui fait parler. Alors, je sais pas si c'est spécifique à la National League, mais dès qu'il y a une décision qui doit tomber du juge unique ou d'une commission, et là, en l'occurrence, c'est le cas Pouliot, qui touche un arbitre. Il a ramassé 6 matchs. Genève a fait appel de la décision. Il a déjà purgé 2 matchs, de toute façon. Tu as fait un commentaire aussi à ce propos. On va revenir là-dessus parce que on sait bien que ça pose un problème. Puis chaque fois, en fait, on aime bien dire ici, faut pas comparer les trucs. Premier truc que tout le monde fait, c'est « Oui, mais Mercier, il avait ramassé 7 matchs. » Oui, et moi, alors, j'ajoute encore de l'huile sur le feu. Oui, alors, voyez, la charge de Kennins en 2018. Ouais. Donc, on en est à quoi, là, maintenant? Alors, on espère que d'ici la sortie de l'épisode, pour ceux qui nous écouteront, à 17h00, il n'y aura pas encore eu la décision sur le recours genevois. Ça m'étonnerait que ça tombe aussi rapidement, mais on ne sait jamais. On en est à, comme tu l'as dit, Pouliot a purgé 2 de ses 6 matchs de suspension. Selon la catégorie des fautes, donc sa collision contre Ebeisen, mérite soit une catégorie 2, soit rien, en gros. C'est binaire. Ouais, tu l'avais écrit. Exactement, parce que catégorie 1 pour l'infraction aux règles 38-39, c'est en gros verbal. C'est si tu craches sur un arbitre, ou si tu l'insultes plus que des raisons, on va dire. Plus que Max Orley, j'imagine, vu qu'il s'est fait sortir l'autre jour du match. Et donc, c'est pas le cas. Et la catégorie 3, c'est volontairement, tu vas mettre un pain à l'arbitre, et là, c'est au-delà des 7 matchs. Là aussi, oui, même pas une question de mettre un pain, c'est une charge volontaire sur l'arbitre. Là aussi, on peut complètement l'exclure, mais c'est pas parce qu'elle est pas volontaire qu'elle doit pas être sanctionnée. Et c'est là où intervient cette catégorie 2, qui est plutôt pour le contact qui aurait pu être évité par le joueur. C'est à cette conclusion qu'en est arrivé le juge unique, parce qu'au moment où Pouliot prend son élan en direction du coin où il y a la rondelle, entre deux, l'arbitre est déjà là. Alors certes, il bouge un peu, mais en même temps, c'est pas un robot, Ebeisen, donc forcément, il va aller pas en ligne droite, mais voilà. En patinage arrière. En patinage arrière, donc il Pouliot le voit. Est-ce qu'il a tout fait pour l'éviter? Je ne pense effectivement pas. Maintenant, la marge de manœuvre du juge unique, c'était entre 3 et 7 matchs. Et il a vraiment tapé dans le haut de l'échelle avec ces 6 matchs. Et moi, il y a un tout petit détail quand même, avant de revenir sur ce qu'on pense de la charge qui me chiffonne un peu. C'est que dans un premier temps, le juge unique a été alerté de cette scène, mais il n'y a aucune enquête qui a été ouverte, et c'est le officiating qui a demandé de se pencher. Ouais, le département de l'arbitrage qui a demandé de se pencher sur cette scène. Et au final, le juge unique dit que c'est
inacceptable comme comportement, etc. Mais t'es là, mais alors dans ce cas-là, pourquoi il a pu jouer un match entre deux, Pouliot, sans effet suspensif? Si c'est à ce point inacceptable, l'enquête aurait dû être ouverte directement. Et moi, il y a juste ce petit détail-là qui me chiffonne un petit peu. Après, moi, qu'on protège les arbitres et que tout contact avec un arbitre est durement sanctionné, moi j'y suis totalement favorable, parce que l'arbitre n'est pas protégé, l'arbitre est vulnérable et surtout il ne s'attend jamais à être touché. Il n'est pas là pour être touché, surtout quand il est dans une bonne position. Tu as donné l'exemple de Ronald Scanins, j'ai l'impression de faire un monologue terrible. Tu as donné l'exemple de Ronald Scanins, l'arbitre est au milieu du jeu et Scanins arrive contre. J'ai quand même pas l'impression qu'il fait tout pour l'éviter là, mais il y a une circonstance. Oui, mais il y a une bataille pour le puck. C'était se faire la toute fin de match. Il va pour essayer de. Il y a une urgence. Le puck est à la bande. Il y a le défenseur bernois qui veut le dégager. L'arbitre est à ses patins au milieu du puck, en gros. Et puis, Kenins vient pour essayer de maintenir le puck en zone de défense bernois. Exactement. Là, c'est pas le cas de Pouliot. C'est un power play en zone offensive. Alors oui, bien sûr, s'il va pas au puck, le défenseur fribourgeois va peut-être réussir à le ressortir de la zone, etc. Pas de problème. Mais il y a pas les mêmes ingrédients et c'est là où la comparaison avec Kenins, à mon avis, n'est pas excellente. Il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit, c'est oui, mais l'arbitre, faut pas oublier, il est pas protégé, il patine en patinage arrière. Quand on sait qu'Ebaisen, il a une commotion, le choc, au demeurant, quand on le voit comme ça, et quand on voit les pétés qui se mettent dans les bandes, on se dit, ouais, bah, franchement, il y a un contact. Il l'envoie pas valdinguer à 15 mètres, eh ben, il s'en sort quand même avec une commotion. Enfin, pour dire que le choc était pas hyper fort. Tu disais, il n'est pas protégé. Ben voilà, c'est quand même là où on voit la différence. Et moi, c'est vraiment le truc, j'aurais bien voulu que Pouliot, en fait, en voyant Ebaisen en patinage arrière, ils mettent peut-être les mains, en fait, comme en protection vers sa poitrine pour amortir un peu le choc en disant « je peux pas l'éviter ». Je vois qu'il recule. Moi, je suis en train d'avancer. Je peux pas faire le petit geste. Mais au moins, je montre que j'ai fait tout pour éviter le truc. Et ça, je pense qu'ils s'en se tiraient avec 0 match. À peu de choses près, on était dans le cas peut-être de Kenins. Mais que là, c'est un malheureux, mais... De nouveau, je pense pas que Pouliot se dit qu'il veut le blesser, mais jamais, non, sinon il serait en catégorie 3. Exactement, mais qui fait vraiment, vraiment pas tout pour faire en sorte que, oulala, je vois que c'est l'arbitre, faut que je fasse gaffe, quoi. Maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce recours genevois? Parce que Pouliot n'a pas joué le match à Berne. J'ai posé la question avant le match à la conférence de presse, mais pourquoi il joue pas? Pourquoi il n'y a pas d'effet suspensif? Alors, on m'a dit non, s'il pouvait jouer, il serait sur la glace. Merci pour la réponse, Jeff qui nous écoute. Il a dit ça en souriant, mais certes, mais si finalement, dans un deuxième temps, le juge unique, enfin le recours plutôt, pas le juge unique, le recours est traité comme, bah ouais, on estime quand même que finalement, en fait, bah ouais, il fait un mouvement, l'arbitre, puis Pouliot, c'est une zone grise, bah on va le blanchir. Du coup, il a purgé 2 matchs dans le vide. Ouais. Moi, il y a juste ça qui me surprend un tout petit peu. On ne devrait pas en arriver là, je pense. Mais ça m'a quand même un tout petit peu surpris de voir qu'il n'y ait pas d'effet suspensif pour cette charge-là, honnêtement. Enfin, pour ce match-là, pardon, à Berne. Et puis, aussi, ce que je trouve, c'est que certains disaient, ah bon, bah alors, ok, merci à U7, ça va redescendre à 3. C'est redescendu à 3, en l'occurrence, avec l'appel. Bon, ben, Pouliot, il a ramassé 6, donc ça va descendre aussi. Et on n'est pas en train de vendre une voiture. Tu mets pas 12 000 francs en espérant la vendre 9 000. Je pense pas que le juge unique, il s'est dit « Ouais, j'espère qu'il aura 3-4, donc je mets 6, comme ça, avec l'appel, on baisse. » Enfin, c'est pas de la négociation. Ouais, puis je trouve que, en fait, les cas sont... Tu dois juger au cas par cas. Tu peux pas mettre un chablon puis dire « Oh, bon, bah alors, vu que c'est comme 6, voilà, ça va donner ça. » Non. Bah non, il y a les catégories. En fait, il va pas pouvoir aller en dessous de 3 parce que 3 c'est le minimum pour la catégorie en question, la catégorie 2. Donc le minimum, si la faute est confirmée, c'est 3 matchs de suspension. Il en a déjà purgé 2. Est-ce que c'est peut-être pour ça justement qu'il les a purgés en se disant ils partent du même principe que toi, en se disant alors si l'appel est reçu, ben c'est 3, bah pas qu'on le fasse jouer, puis après qu'il rejoue pas, puis je me dis que ça peut être un truc dans ce sens-là, non? Peut-être. En tout cas, Genève joue des matchs quand même, avec ou sans Pouliot. Gagne des matchs, on peut pas le dire avec ou sans Pouliot, mais presque. Il y a une victoire contre... il y avait cette victoire contre Fribourg.
Bon là, ça remonte. Il se trouve que c'était mercredi dernier. On va pas forcément en reparler. On en a reparlé à cause du cas Pouliot, mais on parle pas du jeu si on veut. Il y a eu une défaite à Rappi 2-1 au tir au but. Victoire 3-2 après prolongation contre Bienne à domicile. Et puis cette défaite mardi soir 3-1 à Berne. On voit que ces temps, ça se joue à pas grand-chose. Tir au but, prolongation. C'est pas aussi simple que ça, mais mine de rien, Genève est quand même dans une passe. Ils ont clairement relevé la tête. Ça fait clairement partie des équipes qu'on n'a pas envie d'affronter en pré-playoff ou en playoff s'ils arrivent à passer ce truc-là. Parce qu'on sent maintenant une équipe qui est vraiment, peut-être pas dans la zone, mais en tout cas qui a mis toutes les pièces du puzzle en place, on a l'impression. Il y a quand même encore 2-3 trucs à dire. Il se trouve que contre Berne, il manquait Tom Ernest, il était malade, pas de Covid visiblement, et je pense que c'est très important de le souligner parce que Tom Ernest va aux Jeux Olympiques et je pense qu'il aimerait vraiment, vraiment, vraiment pouvoir y aller et défendre les couleurs de son pays. Et pas passer 3 ans en Chine parce qu'il y a des quarantaines. 17-49 au shoot quand même dans ce match. Genève, c'est 6 poteaux sur les 2 derniers matchs. Je trouve, et c'est 6 joueurs différents. Mhm. C'est quand même assez frappant. Et puis, il y a aussi le fait que on a le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Daniel Winnick qui marque le but contre Bienne, le 2-2, qui égalise en toute fin de match et qui permet à Genève d'aller en prolongation et ensuite de s'imposer grâce à Vatanen. Et puis, on a le Winnick qui fait n'importe quoi contre Berne. Qui met une crosse beaucoup trop haute dans le visage d'un Bernois. Et là, on est tous à se dire non, Daniel, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. Non. Ouais, surtout, c'est que c'est sa deuxième pénalité de match en 3 matchs. Parce qu'il se fait sortir contre Rapperswil aussi pour une bagarre avec Émile Jouzet, le défenseur. Il prend 5e match. Disons, quand il est frustré, ça se voit encore plus que les autres. Et il y avait vraiment de quoi être frustré dans ce match à Berne. Je te disais en préparant l'émission, Berne a autant de shoots durant tout le match que Genève sur le premier tiers-temps. C'était vraiment impressionnant. Genève doit le gagner 99% du temps. J'exagère. 90% du temps, Genève le gagne, ce match ou presque. Il se trouve que ces derniers temps, il y a un peu tout qui roule pour Genève. Quand tu gagnes 10-11 ou 9-11, forcément, il y a des matchs où tu n'es pas la meilleure équipe sur la glace, mais tu t'en sors avec la victoire. Il y a des fois où ça va être l'inverse qui se produit. Là, on est en plein dedans. Est-ce qu'il faut tout remettre en question à cause de cette défaite ? Non. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que Genève, sur les 4 derniers matchs, marque 6 points. Il y a cette victoire contre Fribourg, une victoire en prolong contre Berne et la défaite contre Rapperswil. Oui. Ça fait 6 points. Ça te fait du 1,5 par match. Et on le dit tout le temps que 1,5 point par match sur toute la saison, t'es bon. T'es pas bon, parce que la 6e place, c'était à 1,62. Donc, on n'y est pas. Notre 1,5, c'était pour le top 8. Exactement. Et il y serait, parce que Genève est à 1,48 actuellement. Mais le problème, c'est que Genève doit remonter sur du 1,62. Et en enchaînant les 4 matchs, 6 points, tu n'y arriveras pas. Donc, en fait... On dirait la bourse avec ses merdes de points par match, quoi. Faut du 1,62. Oui, c'est quoi ? C'est un taux ou bien non ? Mais c'est terrible de voir à quel point c'est difficile de regrappiller des points en direction du 2 points par match, on va dire. Parce que, il suffit de 4 matchs, 6 points, et puis tu refais un pas en arrière. Genève, c'est là où tu te dis que, oui, ils sont remontés sacrément bien ces derniers temps, mais le dernier pas, il est dur. La dernière marche, elle est haute, surtout si Davos ne continue pas de chuter, ce qui est un petit peu le cas en ce moment, d'ailleurs. Complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à... Hier, je donnais la Swiss League, et Holton a battu Cloton a battu Holton 6-3, et ils sont à la lutte. Je crois que Cloton a 91 points et Holton 83 avec 2 matchs en moins. C'est 2,500 et quelques et 2,440 et quelques. Quand tu regardes au point par match, c'est extrêmement serré. Tu te dis, waouh, il suffit de 2 victoires. Puis après, en fait, tu comptes, tu regardes le nombre de victoires, puis tu te dis, ah bah non, ils auraient 90 points à la place de 91. Donc même 2 victoires à 3 points, ça passe pas. À tel point, c'est serré. Mm-hmm. Et ça va complètement avec ce que tu dis maintenant, c'est que, ouais, tu peux pas te permettre. Et c'est bien pour ça qu'on aime dire aussi que quand, au mois de novembre, fin novembre, début décembre, quand on regarde à mi-championnat, pourquoi c'est très très difficile de revenir ? Parce que ça demande... Il faut un concours de circonstances incroyable. Il faut une équipe qui dégringole, vraiment, qui en met plus une. Et puis une autre équipe alors qui cravache à mort. Et pour l'instant,
Genève a cravaché à mort. Là, c'est, comme tu dis aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Reste que Davos fait un peu tout faux en ce moment. Mais pour le coup, si Davos fait c'est 1,5 points par match, c'est 2 Mais victoires Genève tous n'est les pas tout 4 seul. matchs. Voilà, mais si Davos fait son 1,5 points par match, ils vont rester en dessus parce que derrière, il va falloir faire du 2 points par match pour remonter et ça va devenir compliqué. Donc il va falloir compter sur les deux aspects. J'aimerais bien revenir sur l'absence de Tom Ernest. Tu l'as dit avant, il est malade. Yann Cadieux disait après le match qu'il espérait le revoir ce week-end. Enfin, il n'y a plus qu'un match pour Genève. Genève ne joue pas jeudi. Genève accueille Zurich pour son dernier match avant la Gros pause match. olympique. Gros match, ouais. Le même soir, il y a Fribourg-Berne. Je réfléchis où je serai parce que moi, je vois Zurich la veille, Zurich-Lausanne. Zurich se fait un week-end, enfin pas un week-end vu que c'est jeudi, vendredi, mais un duo lémanique. Et il y a Genève, Fribourg-Bienne le vendredi. On y sera normalement. On y sera, normalement, ouais. Et bah ouais, Tom Ernest absent, on l'a quand même un peu remarqué. Alors, en termes de production offensive, 47 shoots, c'était quand même très solide. Mais en termes de sortie de zone, il y a eu un nombre d'imprécisions à la relance côté Genevois qui est compliqué. Et malgré ça, ils ont eu un bon match offensif. Mais tu vois que quand tu n'as pas quelqu'un qui est là pendant 30 minutes à monter le puck, à porter le puck, et le 1-0, il tombe comment? Carrère qui pétouille à la ligne bleue avec son puck, puis Bader part tout seul et marque le 1-0. C'est trop facile de dire oui, mais si Tom Ernest avait été là, il y aurait eu. Mais malheureusement, là, le premier tiers-temps, c'est un cas d'espèce de toute l'importance que peut avoir un Tom Ernest. Parce que Genève a foiré quelques relances, bien quelques relances. Il y avait moins de sérénité en zone défensive au moment où le défenseur avait le puck. Et le but tombe sur un powerplay genevois qui est mal négocié. Bah, ça fait mal du coup parce que tu peux être très bon pendant un tiers, il devrait y avoir au moins 2-0 pour Genève, puis tu te retrouves, t'es mené 1-0. Puis après, la soirée, elle devient vraiment compliquée. Ce que j'ai regardé en voyant Tom Ernest, en voyant l'absence de Tom Ernest, c'était de me dire Vatanen et peut-être aussi le coup très Carrère, du coup, qui va prendre un peu le leadership. J'avoue que j'avais dans l'idée que Vatanen devait de facto être celui qui prend les choses en main, mais Tom Ernest est tellement impressionnant. Vatanen, il marque des tas de points. En ce moment, il marque des points. Il n'y a pas de problème. Hockey Manager, c'est génial. Ça reste un jeu qui fait plaisir parce que tu marques des points avec les joueurs sur la glace. Mais l'impact, c'est ce que tu essayais de mettre aussi en avant. C'est vraiment, et j'ai remarqué la même chose, c'est l'impact de Tom Ernest, même au-delà du... Simplement l'espèce de sérénité qui se dégage quand le puck est derrière Niffler. Simplement, tu sais que c'est Tom Ernest qui a la relance, puis il peut y avoir une passe, une relance incroyable qui va créer un décalage. Et qu'il est tellement habitué à le faire, il a tellement ce rôle, cet impact dans cette équipe, c'est presque son équipe, que c'est des chaussures qui sont finalement impossibles à enfiler. J'ai l'impression que c'est des tailles 50, puis que les autres, bah, même un Vatanen qui va peut-être faire chausser du 47, bah, il va manquer il va quand même un peu nager. Ouais. Et il joue 23 minutes, Vatanen. Genève est parti avec 8 défenseurs pour jouer le match là-bas. L'idée, c'était de répartir un peu le temps de jeu. Mais c'est intelligent. Hein. Ouais, le Coultre a pas joué 23 minutes, Carrère non plus. Ils sont restés en dessous des 20 minutes. Le Coultre a 16 et Carrère 18 minutes. C'est parfait. Il a fait surjouer personne, Yann Cadieux, pour compenser l'absence d'Henrik Tom Ernest. Et je trouve ça assez intéressant de pas te dire, ok, tout le monde doit... Enfin, plutôt de pas te dire, tu as un 42 pour prendre ton analogie des chaussures, bah tiens, mets du 50, bah tout le monde va essayer d'avoir une demi-pointure supplémentaire, puis on espère que dans le lot, on va réussir à compenser. Sur le fond, encore une fois, hein, Genève doit le gagner ce match. Le plan de match était bon, le match en lui-même, les relances étaient un tout petit peu poussifs quand même. Il y a eu pas mal d'erreurs, mais globalement, c'est un match que Genève gagne. Si tout se passe normalement, et donc, bah, tu en sors certes avec une défaite, mais avec quand même pas mal de certitude, je trouve, si tu es Yann Cadieux aujourd'hui. Moi, il y a un joueur qui me frustre. C'est aussi un petit peu le manager, justement, HM qui parle. C'est Marco Miranda, parce que il n'était pas trop cher. Et comme il joue en première ligne, avec Winnick et Phil Poula, il est quand même mis en avant. Et j'aime bien, et souvent... Je pense que les saisons précédentes, à ce micro, quand il s'agissait un peu des fois de remanier le line-up, on se disait « Ah, mais on pourrait mettre qui ?» Et Miranda, il a ce côté un peu intéressant parce que
c'est un joueur qui est assez grand. Il fait son mètre à peu près 90. Et on le voit assez bien comme ailier capable de venir un peu gêner sur une première ligne avec des créateurs. Un et puis- Baltisberger, un Kunsley, ce genre de joueur-là. Exactement, pour moi, c'est un peu ce moule-là. D'ailleurs, c'est drôle, c'est un moule typiquement zurichois. pour Oui, le il coup. pousse sur les arbres là-bas, je crois, il est comme ça. Ouais. Et il a plein d'actes d'occasion. Et qu'est-ce qui vendange? Lui, il doit faire un 20. Mais alors c'est 25 franchement- matchs, 7 points pour Miranda, un seul but. Ce qui est frustrant avec Miranda, c'est quand il débarque à Genève, sa première saison, il est vraiment bien. Et surtout, il a 21 ans, il fait 50 matchs, 20 points, 7 buts. Après, il est blessé pendant une dizaine de matchs, mais il a quasi la même production, 9 buts, il marque plus en moins de matchs. Et là, tu dis, bon, bah maintenant, on est en 3 à Genève, t'attends encore un palier supplémentaire, puis j'ai l'impression qu'il se heurte à ce plafond-là, et pour l'instant, il a pas eu le déclic, j'ai l'impression, pour être un joueur dominant dans cette ligue, alors que c'est gentiment le moment, à 23 ans, t'as tout pour devenir un joueur dominant. L'aspect c'est un jeune, tu l'as pas dit, hein, mais on a toujours un peu dans cet esprit, ça reste un peu un jeune espoir, certes, mais le 98. À titre de comparaison, Dennis Malgin est de 97. Ouais. Alors, Dennis Malgin, c'est pas le même. Mais juste pour se rendre compte, des fois, on oublie un peu que Malgin est encore si jeune. Mais Miranda, c'est le moment où tu attends de lui qu'il soit capable de tenir sa ligne, ou alors, lorsque tu le mets en première ligne, comme c'était le cas mardi à Berne, t'attends de lui qu'il amène quelque chose. Et là, effectivement, c'est un peu frustrant de le voir. Alors, je ne l'ai pas avec manager, mais ça reste quand même frustrant parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et j'aimais bien l'idée d'être allé le chercher à Zurich, de se dire, ces joueurs qui sont bloqués dans les grosses équipes, Et c'est pas facile, hein, d'aller d'aller chercher un Ah Zurichois, non, surtout quand tu as un club roman. Carrère Miranda. Exactement. Puis Carrère a peut-être franchi déjà cette étape qui le fait devenir un international. Miranda, toujours pas. Après, il peut prendre encore un petit peu de temps pour se développer. Mais il y a une petite frustration. Et justement, tu vois un Müller qui avait quitté Berne pour aller à Ambry, où là, il avait explosé. Il y a cette pattern des joueurs qui quittent les gros clubs où ils sont barrés pour exploser ailleurs. Et lui, c'est toujours pas encore arrivé. On file du côté de Porrentruy pour ce deuxième club sous la loupe avec Ajoie qui malheureusement alors a enchaîné 3 défaites, 6-3 contre Zoug, 5-4 à Lausanne, 7-3 contre Rapi mardi soir, alors qu'en plus il menait 2-0 contre Lausanne, il menait aussi. Ce qui fait que ces 3 défaites viennent s'ajouter aux 13 précédentes pour obtenir le total peu enviable de 16 défaites de rang qui ont fait le record absolu en National League, un record de 15 avant ça, qui était détenu conjointement, logiquement par Ajoie cette saison, par Lausanne en 95-96 et par le HCC en 2000-2001. C'est bien les romans. Hein. Quand on dit que les romans gagnent rien, arrêtons maintenant. On est là. Du Top côté 3, les gars. du côté de Gladbrook, ça doit... Allez-y les boulons, là, les Zurich et tout, vous êtes où? Et pourtant, il y a eu des clubs, Bâle, c'était pas flamboyant, il y a des fois, Langnau, c'était pas extraordinaire non plus, Rapi, pareil, mais il se trouve que voilà, c'est le côté roman qui ressort peut-être un peu malheureusement, et ça nous fait quand même nous poser une question. On est souvent... Ces derniers temps, on a des messages, on a sur nos différentes plateformes pour nous dire « Ouais, mais vous êtes quand même gentil avec Ajoie. » Et puis, on essaye aussi de dire ça sert à quoi de leur foutre une secouée alors qu'ils viennent de débarquer. C'est pas comme si on était surpris par le fait que ça aille pas dans le bon sens. Maintenant, autant dans le mauvais sens, est-ce que je suis surpris personnellement? Non. Je trouve presque que c'est, je vais pas dire rassurant parce que c'est pas le terme, mais que malheureusement, un club qui monte de Swiss League, qui monte comme ça en National League pour être une 13e équipe, le contingent, il fait que c'est presque écrit qu'il doit avoir 16 défaites de suite et avoir ce record finalement, quand on connaît la valeur de la National League en ce moment, et de voir que même contre des équipes, je me rappelle une fois, ils ont pris 9-3 contre Langnau, alors que Langnau, la saison passée, c'était pas reluisant. C'est eux qui se faisaient danser sur le ventre et tout. Et maintenant, voilà, c'est Ajoie. Et clairement, en fait. Et ça doit être vraiment difficile. Je voyais hier soir, il y avait 2700 spectateurs à C'est ça le plus inquiétant, je trouve. Certains disaient « Oh ouais, mais c'est pas grave, on se prend des danses contre les équipes de National League, mais c'est tellement super de jouer contre... » On parle donc de joueurs qui, en Swiss League, gagnaient à peu près tous leurs matchs. Pour le coup, au point par match, étaient à 2,5 points par match.
qui passe à du 0,3, 4, un truc vraiment, vraiment très faible. 46. Mentalement, c'est vraiment, vraiment difficile. Et je me dis... Et j'ai l'impression qu'on voit les limites quand même. Enfin, voilà, Lou Bogdanov marque son premier but, je prends lui, super pour lui, mais est-ce que Lou Bogdanov est un joueur de National League? Selon moi, se poser la question, c'est y répondre. Non, il ne faut pas faire des gags. Non, promis. Elfer en défense, mais même Jordan Howard, Rouillé, Pouilly, c'est compliqué, quoi. Bah, le problème, c'est que ça va à l'encontre de tout ce que je pense. C'est une évidence que pour moi, la Ligue 14 est là une vraie raison d'être. Problème, c'est qu'il faut avoir une équipe qui monte de Swiss League avec déjà des structures. Comme on l'avait vu à une époque quand Lausanne monte avec une équipe quasi de bas de National League, de Ligue Nationale A en Ligue Nationale B. Rien qu'avec Christophe Alloué au but. Alors, c'est pas au poste de gardien qu'il y a un problème du côté d'Ajoie. Hein. Non. Parce que le pauvre Tim Wolf, alors en l'occurrence, c'était pas lui qui était titulaire contre Rapperswil. Pas compris pourquoi mettre Nicolas Eberhardt dans un... Enfin, mais bref, ça c'est... C'est pas lui rendre service. Mais non. Après, si ça se passe bien, tu te dis, ouais, il voulait pas le record... Puis il a essayé de créer quelque chose j'en sais rien. Mais il y a sans doute une explication bien meilleure que la mienne, ça c'est clair et net. Mais juste, alors humblement en tant que suiveur, j'étais surpris en me disant que voilà, j'aurais mis Tim Wolf, mais là, le problème, c'est qu'Ajoie n'est pas monté de Swiss League avec une équipe de bas de tableau de National League. Ce que pourrait faire une équipe comme Cloton, justement. Exactement, quand tu regardes Simek, Dario Meyer, alors c'est pas des joueurs Simek un peu plus, mais même Simek, il n'est pas en première ligne à Cloton. Kinchi derrière, des joueurs qui ont quand même un peu d'expérience. À part ça, c'est pas non plus le contingent où tu te dis wow, extraordinaire. Hein. Mais Holton, il y a 2-3 joueurs comme ça que tu imagines pouvoir potentiellement régater un peu. Ah, puis même, tu regardes des Jordan Geller, des De Stoyanov, des gars comme ça, ils ont un passé de National League. Alors tu me diras, Alain Birbaum en avait aussi, oui. Mathias Yogui en a aussi, mais Marc Marchand, il fait passer 50 points déjà avec les étrangers du côté de Cloton. C'est un joueur de 25-26 ans qui est, selon Elite Prospect, né à 8 ans en Nogo. On n'a toujours pas compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas plus suisse allemand que lui, d'après ce que je crois savoir. Mais bref, là n'est pas la question. Mais je pense que Ajoie était une équipe trop limitée pour monter en National League. Et voilà, on le voit. Et ce qui est choquant, c'est que c'est 18 points maintenant. Et ils avaient 23 matchs, 18 points. Ouais. Ou 16 points, parce qu'il y a eu deux défaites après prolonge, je crois. Mais là, on sera à 39. 18 points. C'est assez déprimant. Puis en même temps, il y a eu l'arrivée de Julien Vauclair, dont on a parlé la semaine passée, comme directeur sportif, qui a forcément un chantier monumental devant lui, et je pense qu'il ne doit pas savoir par où commencer, le pauvre. C'est les pyramides de Gizeh, là. Alors effectivement. Donc, bon courage déjà, pour commencer. Et mais c'est intéressant, j'aime bien le challenge. Enfin, je veux dire, bien sûr. On discutait un petit peu avec Geoffrey, je crois qu'il en a parlé au Pucalist lundi, de dire, voilà, c'est un gars qui veut relever des défis. Est-ce que tu as envie de faire du scouting de Lugano toute ta vie, admettons, ou en tout cas pour les 10 prochaines années, ou est-ce que tu sautes sur l'occasion d'être directeur technique d'une équipe de National League malgré tout? Je peux complètement comprendre ce choix, et il y a un choix du cœur aussi, bien évidemment, un choix financier, parce que ça sert à rien de quitter un poste pour pas avoir la même chose. Donc, ça lui permet lui aussi de se frotter un peu pendant, en tout cas, 1 année et demie à la National League. Je trouve juste que ça intervient un peu tard, finalement. C'est que cet engagement, il est super, mais il intervient tard dans le sens où, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ? On a un peu des rumeurs comme quoi Gillian Colère, Thomas Thierry, on a lu dans le quotidien jurassien aussi, Victor Röstlund. C'est bien. Gillian Colère, on va pas dire qu'on milite, mais en tout cas, on en parle depuis un petit moment parce que ça sonne. Je pense qu'il y a Lilian Garessu aussi qui sonne un petit peu comme étant un joueur. C'est pas parce que c'est des joueurs soit qu'on joue à Ajoie, soit qui sont jurassiens. Mais effectivement, à Bienne, tu veux faire quoi ? Bienne, s'ils perdent Lilian Garessu, ils ont Jérémy Berchi derrière. S'ils perdent Jérémy Berchi, ils ont encore un autre joueur. Ils ont encore, je sais pas, il y a encore Théo Bilieri, je ne sais plus s'il est... ou Léo Braillard aussi. Enfin, ils ont tellement de jeunes comme ça qui peuvent éventuellement monter. On l'a dit, ils ont été chercher Luca Christen. Donc,
Un Noah Delémont, à la rigueur, s'ils veulent le voir s'aguerrir, ils peuvent le laisser partir. Parce que derrière, ils ont des joueurs pour remplacer. Ils laissent partir Ugly. Ils auraient peut-être voulu le garder, mais ils ont un Tino Kessler qui peut être sur cette ligne-là. Ben ouais, je trouve que c'est dommage que Julien Vauclair soit pas venu au mois peut-être de septembre ou peut-être même un poil avant et qu'en fait le club se professionnalise un peu sur le tas en fait. C'est ça qui me chatouille un petit peu. Je sais pas si tu es du même avis. Oui, mais je pense ils sont aussi, à mon avis, arrivés, et je me rappelle, on en parlait l'été passé, ils avaient 3 mois pour devenir pro, ben c'est pas assez long, 3 mois pour devenir pro, et je pense qu'il y avait aussi l'euphorie de la promotion qui était présente du côté d'Ajoie, en se disant, ben voilà, on va surfer sur cette vague la première année, mais effectivement, il faudra qu'on se restructure pour l'année d'après, on a 2 ans pour mettre notre projet sur pied. Puis je pense qu'au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte que le chantier était tel et que le saut est tellement grand que sans aide extérieure, il n'y arriverait pas. Mais je pense qu'il leur a fallu ce temps-là pour s'en rendre compte aussi à Vincent Leschène, qui était directeur sportif et entraîneur assistant, et sûrement encore plein d'autres choses. Parce que c'est la réalité du HC Ajoie. Et maintenant, au moins, ils ont pris conscience de ça. Et c'est un pas dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'il faudra beaucoup de pas dans la bonne direction pour aller quelque part. Mais au moins, ils ont commencé quelque chose. Laissons un peu de temps à Julien Vauclair pour faire des choses. Il a signé un contrat de 5 ans. Problème, c'est que l'année prochaine, il y a une relégation déjà. Donc, il va falloir, dès l'an 2 d'Ajoie en National League, être un peu plus compétitif qu'actuellement. Moi, je t'aurais dit, problème, l'année prochaine, c'est qu'il a les mêmes étrangers, ou en tout cas, il en a 4 sous contrat. Ouais. C'est un problème, selon moi, dans la mesure où... Enfin, est-ce qu'il en a 4 ? En tout cas, je sais que de Leduc, Azen et De Vos... Est-ce qu'il y en a... Asselin a signé pour 2 ans. Ah mais oui, voilà, c'était ça. Exactement, Asselin. Donc ça fait bien, c'est 4 étrangers. Donc la marge de manœuvre, elle est vachement limitée parce que tu dois garder tes 3 attaquants, tu as un défenseur. Quand tu vois le niveau de la défense d'Ajoie, je suis pas directeur sportif d'Ajoie, mais je me pose presque la question de 2 défenseurs étrangers en plus. Pour arriver à, justement, un Jordan Awert qui arrête, et puis un autre. Puis tu te retrouves avec un top 4 qui commence, si on rajoute peut-être un Thierry s'il signe, on commence à avoir un top 4 qui peut ressembler à quelque chose. Mais ça veut dire que tu dois partir avec tes 3 autres étrangers, qui sont des bons étrangers, mais est-ce que c'est des étrangers dominants qui suffisent pour se maintenir ? Je ne sais pas, ce d'autant que on ne sait pas encore comment se disputera le barrage. Mais si on est sur le même mode qu'avant, c'est-à-dire 2 étrangers en Swiss League et peut-être 6 étrangers, pour le coup, en National League, il y aura un compromis qui va être trouvé. C'est obligatoire. Du coup, ça arrange qui ? Ça arrange pas le club de A. Non. C'est mécanique. Mais passons à 3 peut-être. En étant là, c'est pas compliqué d'aller chercher un nouvel étranger éventuellement. Par contre, d'en enlever 3... Ouais, donc c'est des choses, c'est peut-être débile de réfléchir déjà à ça maintenant, mais moi j'ai l'impression que tu es obligé de prévoir ce genre de choses. C'est sûr. Après, à mettre dans la balance aussi pour donner des circonstances atténuantes au HC Ajoie, il y a quand même la blessure de Hazen au tout début de saison qui leur a fait vraiment, vraiment mal, parce que sur les 8 premiers matchs, il a 6 points. Puis surtout, c'était le binôme de Vos, et tu réfléchissais pas, tu les mettais ensemble et ils faisaient leur truc pendant la moitié du match. Et je dis, c'est presque vrai pendant la moitié du match, certains soirs, même s'il était plutôt vers 21-22 minutes, Hazen par rapport à De Vos, qui en avait quelques-unes de plus. Mais ça, c'est quand même... C'était la fondation de leur projet National League. C'était notre première ligne va nous marquer quelques buts. Puis on espère que sur les 2, 3, 4, on s'en prenne pas trop. Puis si tout se passe bien, on régate jusqu'à la fin de la rencontre. Rapidement, il a fallu trouver des solutions. Alors, ils ont trouvé des solutions. Van Strøm, c'est pas un mauvais renfort. Non. Mais voilà, c'est ton duo, la pierre angulaire de ton club tombe après 9 matchs. Puis c'est vraiment malheureux, parce que j'aurais bien aimé voir Hazen toute une saison en National League, parce qu'il était vraiment bien parti. Et ça n'aurait rendu il a de la vitesse, De Vos que meilleur. Il peut amener quelque chose dans cette ligue-là. J'aurais pensé plus à Hazen qu'à un De Vos dans le... Parce que De Vos, on voit, c'est le power play aussi beaucoup. C'est sa capacité à trouver des lignes de passe et tout. Donc,
Mais quand je vois le temps de jeu, j'ai envie de chaque fois de me dire, mais je me tape la tête contre les murs. Au bout d'un moment, quand c'est quasiment... Ah bon, premier, Tom Ernest, deuxième, De Vos, ça peut j'exagère sans doute, hein, mais c'est beaucoup trop. Enfin, s'il n'y a aucun attaquant qui fait autant de temps en National League, c'est bien pour une raison. C'est qu'on rappelle, il n'y a pas de pause publicitaire en National League. Les gars, ils sont tout le temps sur la glace. Au moins en NHL, de temps en temps, pour les attaquants, les gros attaquants qui jouent beaucoup, les deux pauses, les deux commercial breaks par tiers, ça fait quand même du bien. Parce que bah ouais, tout le monde peut souffler. Donc voilà, je trouve que là, faudra impérativement que ça change. Et la question aussi qu'on peut se poser, est-ce que tu gardes Gary Sheehan, toi, pour la saison prochaine? Alors, j'aimerais pas répondre à cette question parce que c'est pas évident, mais tu dois te la poser, c'est une évidence parce que d'un côté, il y a la loyauté avec un gars avec qui tu as tout gagné. Exactement. Tu es monté avec, tu as gagné un titre en bas avant la promotion, une Coupe de Suisse, il y a une histoire entre Gary Sheehan et ce club. Et manifestement, un club qui perd 16 matchs de suite. Et c'est pas... même si chaque soir, Ajoa a ne serait-ce que 20% de chance de gagner son match, 16 fois consécutivement, les 20% n'ont pas suffi. Ils n'ont pas réussi à gagner malgré quand même un espoir sur le papier. Ça veut quand même dire que le message ne doit pas passer. Et je pense que c'est pas manquer de respect à Gary Sheehan que de dire que oui, il faut se poser la question. Et moi, si on me dit aujourd'hui qu'en septembre, il y a quelqu'un d'autre à la barre du HC Ajoa, je mets mon argent sur cette probabilité-là. On enchaîne avec Lausanne qui reste sur 2 victoires consécutives, donc à Davos. Et puis, ce 5-4 contre Ajoa, justement, ça fait une jolie transition. Tu disais les 20% de chance. Quand Ajoa, en toute fin de match, mène 4-3, et tu te dis, ah, voilà, pour le centenaire du Lausanne Hockey Club, ce match, qui c'est qui se prend les pieds dans le tapis? Ah là, c'est Lausanne. Eh ben non. Bien fait pour vos gueules, les journalistes. Les journalistes sale langue qui pensaient ça. Vous vous êtes fait rattraper par le Lausanne Hockey Club qui est allé gagner quand même 5-4. Ce qui te fait quand même te dire, quand tu vois ce match, où ça patauge un peu à un moment, de te dire, dès qu'ils ont appuyé un tout petit peu sur l'accélérateur, il n'y avait plus rien en face. Mhm. Et je me rappelle d'un but à 5 contre 3, d'ailleurs, Ajoa a aussi marqué à 5 contre 3 contre... Oui, par Asselin d'ailleurs, une belle prune dans la lucarne d'ailleurs. Et c'est le genre de truc, ils ont de la peine des fois à marquer autrement qu'à 5 contre 3. Et là, Lausanne s'est un peu énervé à la fin. Et puis, on a eu un Sekac qui est dans un moment de grâce, c'est peut-être un poil exagéré, mais en tout cas, qui est dans un moment qui joue au niveau qu'on attend de lui et qu'on imagine en voyant son pédigré. Je crois qu'à ce micro, on a rarement été tendre. Je sais pas si on n'a pas été tendre, mais on a émis souvent des doutes sur ce joueur. Oui, mais c'est aussi parce que toi, tu as souvent on va dire des petites... on te parle de certains joueurs et puis on te dit, ce joueur en National League, je le vois comme ci, comme ça. Ce joueur, tu verras celui-là, il va être bon. Voilà pourquoi aussi tu avais un côté, peut-être un peu tes attentes étaient plus modérées, on va dire. Après, voilà, il a 11 matchs, 7 points. 11 points sur les 7 derniers matchs. Après 4 contre Ajoa, faut pas faire l'erreur de chaque fois qu'ils font des points contre Ajoa de dire oui mais bon 4 contre Ajoa ou Hoffman il met un quadruplé, ouais mais contre Langnau, ouais mais alors si c'est si facile, pourquoi il n'y a pas tous les joueurs qui mettent des quadruplés à Langnau et 4 points contre Ajoa? Non, il a mis les 4 points là. Ça fait sur les 7 derniers matchs, il est tout le temps sur la feuille de marque, c'est catch. En ce moment, on a le joueur qu'on attendait. Maintenant, c'est 37 matchs, 28 points. Iris Sekac, il va être top scorer pour la rencontre à Zurich. Il va peut-être faire du bien à Berchi de retrouver son numéro. De retrouver son numéro 22 et de repartir dans l'anonymat. Peut-être qu'on verra un petit peu moins quand il tourne en zone offensive et qu'il n'est pas efficace. Ça va peut-être le re-rendre efficace, on va dire. Mais en tout cas, Sekac, actuellement, il apporte offensivement, ça fait 6 buts sur les 4 derniers matchs. Là c'est le rendement que tu attends d'un joueur comme ça et d'un étranger qui est censé être dominant. Moi, j'irais plus loin que toi avec Sekac, c'est de dire aussi, c'est la ligne finalement qui forme avec Fuchs et Ria. Oui. Est-ce que Foust aurait trouvé potentiellement une ligne
qui ne va plus toucher jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il y a quand même eu un moment, on a l'impression que peut-être il y avait une ébauche de quelque chose. Est-ce que c'était la ligne là, elle allait marcher avec, je crois que c'était Berchi, Kenin, c'est tout. Puis finalement, il y avait toujours un truc qui finalement n'allait pas, ou en tout cas ils n'étaient pas réguliers. Cette ligne-là, je trouve que Fuchs a élevé le niveau de son jeu et commence à prendre des responsabilités. Je pense à ce que disait Peter Svoboda sur le cas de, après la non-reconduction du contrat, enfin, après que Berchi a signé à Gauthieron pour 7 ans, de dire c'est à d'autres, on a les jeunes on a Baumgartner, il y a Fuchs, il y a Ria. Et Fuchs, je me dis maintenant, est-ce que c'est lui qui va reprendre ce flambeau de Christophe Berchi? J'en sais rien, mais en tout cas, maintenant, en ce moment, il est dominant. Et si Ria peut être aussi dominant, il a marqué un but contre Ajo, il était devant le gardien. C'est pas forcément le spot où on s'attend à voir Damien Ria aller prendre des coups, en tout cas, ou risquer de prendre des coups devant le goal comme ça, parce que physiquement, c'est peut-être pas c'est pas sa carrure on s'attend à voir là. J'ai trouvé que c'était bien qu'il aille un peu et il était récompensé finalement, ce qui tend à dire que aller devant le but, on n'est jamais déçu en fait. C'est assez paradoxal actuellement ce qui se passe avec Lausanne HC passe depuis le début de l'année. Ils ont 5 matchs gagnés sur 6 si je ne me trompe pas. Et 15 points sur 18, donc c'est un trend qui est ultra positif. Le truc qui est étonnant, c'est que durant tout le début de saison, Lausanne était une des équipes qui générait le plus d'attaques. Avec un Corsi qui était très élevé, ils avaient presque 57 ou 58% des shoots en direction du but adverse. Et sur les 5 derniers matchs, Lausanne est beaucoup moins dominant dans le jeu, avec un Corsi beaucoup plus bas. Maintenant, ce que j'ai encore pas, et justement, je suis en train d'écrire sur le paradoxe lausannois, on dirait que je vais écrire un bouquin, quoi. Je suis en train d'écrire sur ce thème-là pour ma newsletter de jeudi matin. Je pense si les chiffres sont intéressants, je vais le faire. Mais de constater qu'en fait, Lausanne peut-être est un tout petit peu moins dominant offensivement en termes de volume de shoot, mais c'est exactement ce que tu dis. Est-ce qu'ils vont un peu plus là où ça fait mal? Est-ce que ça pioche un petit peu plus là où les Ria qui étaient beaucoup en périphérie? C'est une critique qu'on peut faire à Christophe Berchi aussi, qui joue beaucoup loin du but, qui va pas trop se faire mal. Là où un CKH, par contre, lui, il sait aller faire mettre ses épaules devant le gardien. Je trouve que Paré aussi, quand il joue, il essaye un petit peu d'amener quelque chose. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut peut-être que tirer dans toutes les positions, c'est bien joli, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace? Moi, j'ai l'impression que c'est du hockey 101. Puis j'ai l'impression, en fait, j'ai la voix, il faut bien se rendre compte, hein, c'est peut-être un peu couillon, mais j'ai la voix de Gilles Montandon qui dit faut aller là où ça fait mal. Mais ça, cette phrase, elle date des années 4, enfin des années 80. Biberonné au Gilles Montandon. Hein? T'as été biberonné au Gilles Montandon. Mais ouais, mais 80, 90, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Tu veux réinventer la roue, mais libre à toi. Mais qu'au final, quand tu vois la capacité technique, la capacité physique des joueurs, ça change pas grand-chose. Tu veux aller marquer des goals, ce que les Américains appellent les garbage goals. C'est pas forcément très très beau, mais c'est hyper efficace. Tu vas près du gardien. Ce qui est plus difficile maintenant, parce que tu dois en plus, pour les attaquants, mine de rien, toujours faire attention de ne pas être dans la zone. Puis si tu te fais pousser par le défenseur, puis après les coach challenge et tout. Mais il s'avère quand même que c'est là que quand il faut aller gratter quelque chose, il n'y a pas de miracle. Enfin, c'est pas de la physique nucléaire non plus. Ça reste un sport relativement basique. Puis les bonnes choses se passent autour du goal, quoi. Donc, maintenant, on va quand même pas se mentir. Lausanne n'est pas flamboyant. Ah, du tout. Si tu regardes le match à Davos, il y a eu une poussée sur le 3e tiers qui les fait passer en tête. Avant, c'était pas terrible. Mais par contre, la semaine passée, on parlait de t'envoies qui marquer des buts. Est-ce que la solution dont tu as parlé avant, Ria, Fuchs, Sekac, à Davos, le premier but, c'est Sekac. Le deuxième but, c'est Ria sur passe de Fuchs. Le troisième but, alors c'est du power play, mais c'est Sekac. Est-ce que cette première ligne-là, est-ce que Lausanne a une première ligne avec ces trois-là? Et si c'est le cas, ça peut résoudre quand même 2-3 petits soucis à John Fuchs, qui a beaucoup changé ses lignes durant la saison. Et s'il arrive à avoir une certaine stabilité à ce niveau-là, peut-être ça va également aider Lausanne offensivement.
Tu as juste mentionné le fait que Christophe Berchi n'aurait plus le maillot de top scorer, puis qu'on le verrait peut-être plus bourdonner dans la zone, parce qu'il n'aura pas ce spot jaune posé sur sa tête. On a une question de Thiago qui nous dit « Salut l'équipe, je rebondis sur votre dernier épisode et au match de ce week-end. Quand on voit l'implication de Damien Ria dans la ligne avec Sekac et Fuchs, on peut clairement, et la non-implication globale de Berchi, on peut se demander si le réel problème de Lausanne n'est pas dans l'activité du futur pensionnaire de Saint-Léonard. J'ai l'impression que depuis le début de saison, malgré son statut de top scorer, il n'a jamais trouvé sa place dans l'alignement du LHC. » Je pense que c'est une remarque qui est bonne. À court terme, dire que Ria est meilleur que Berchi, c'est peut-être vrai, parce que le 5 derniers matchs, il a 3 buts, il a 5 points. Il revient de blessure, donc lui aussi, il fallait lui laisser du temps pour se remettre dans le rythme. Maintenant, oui, est-ce que Berchi est décevant depuis... Alors, je ne vais pas faire un parallèle avec sa signature à Fribourg, parce que je ne pense pas qu'il y a de lien de cause à effet. Au contraire, je pense qu'il a été réglé le plus vite possible pour être tranquille durant cette saison. Mais il se trouve que 10 matchs, 4 points pour Berchi. Et au-delà de ça, c'est globalement une implication offensive qui est un petit peu sur courant alternatif. Il crée beaucoup, mais il n'est pas très efficace. Et est-ce que lui aussi a beaucoup bougé dans la ligne? Il ne trouve pas non plus son des fois au centre, des fois à l'aile. Hein, et ça, quand il était mis au centre, c'était encore pire, je trouve. Et oui, il est clairement décevant. Et si Lausanne veut avoir du succès cette saison, ça passera aussi par un Berchi meilleur que ce qu'il était actuellement. J'espère pour lui que le fait d'aller en Chine va peut-être lui donner ce petit coup de boost, parce que alors, je pense que l'ambiance à Lausanne maintenant, elle doit être pas trop dégueulasse, étant donné que ça va plutôt pas trop mal sur la glace. Mais peut-être que d'être effectivement dans un vestiaire avec ses potes de l'équipe nationale, ça va peut-être lui redonner un petit coup de fouet, et qu'on retrouvera un Berchi virevoltant avec le maillot lausannois au mois de février. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même un joueur qui a mis 23 buts la saison dernière et qui était le... Alors, il y avait... il était de la deuxième vague, il y avait Malguin et Hudon qui étaient là aussi, qui prenaient beaucoup de responsabilités offensives, mais malgré ça, lui aussi en profitait, justement parce que tu as une première ligne peut-être qui attire la lumière, parce que tu dois absolument défendre sur Malguin. Hudon, il peut marquer à tout moment, et peut-être ça laisse un peu de place à d'autres. Et là, actuellement... si les spotlights vont un peu plus sur Ria, Fuchs, Sekac, ça va peut-être un tout petit peu aider le secondary scoring à se réveiller. Le problème, c'est est-ce que tu comptes sur lui pour être ta deuxième lame offensive? Pas forcément. Mais par contre, si ton alignement fonctionne avec lui comme une deuxième vague, ça devient un joli problème à avoir, et c'est même plus un problème, ça devient un atout. On a décidé de manière unilatérale Bilatérale. de faire en gros les deux clubs qui restent à la suite, sans faire forcément une pause. Donc on va parler de Fribourg et de Bienne. On va commencer avec Fribourg, qui avait perdu contre Genève, puis après gagné contre Berne 3-0, et puis victoire 3-2 après prolongation contre Rapperswil. Et puis, dans cette victoire après prolongation contre Rapperswil, il y a 2 goals de Julien Sprunger. Inévitable. C'est assez fou de se dire qu'à 36 ans, ce joueur est capable, encore après, tu disais, 20 saisons dans la Ligue. Oui. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est, de 20 saisons dans la Ligue. Toujours... capable d'envoyer... ça veut dire que c'est 3 décennies, hein, dans les années 2000, 2010, puis dans les années 2020, le joueur est toujours capable de te planter... allez, 15 buts, 133 de problèmes. Il est déjà à 13 en 29 matchs, t'imagines? C'est plus de 300 buts en saison régulière en National League et en Ligue nationale A. Parce que au moment où il commence sa carrière, c'est clairement encore, et pour un bon moment, la Ligue nationale A, parce que c'est en 2003... en 2002-2003 qui fait ses 2 premiers matchs. Après, il met ses premiers buts en 2003-2004. Et là, il est là, quasi 20 ans plus tard, à les planter tout le temps, à être la réponse à tous les problèmes de Fribourg. Ce n'était pas le cas au début de saison. Il a été blessé, mais là, actuellement, il a presque 30 matchs, 25 points. C'est autant que les 2 dernières saisons, ou presque. Il a 26 points la saison dernière. Et je pense que c'est un joueur... Alors, je pense dans d'autres patinoires qu'à Fribourg,
il y a eu une époque où il était un peu décrié partout. Et je crois quand même que c'est en train de changer, ça. Même à Genève, il me semble qu'à un moment, quand le speaker a annoncé Julien Sprunger, il se faisait huer et il était détesté partout à part à Fribourg. Bah, mais en mettant, Et- quand et- il plante 53 goals, ça n'a pas tendance à faire plaisir aux supporters adverses. Non, mais il y avait aussi un côté, il était peut-être rapidement à terre, et puis en plus, quand il n'était pas à terre, de temps en temps, il avait mis un ou deux mauvais coups, il avait eu quelques suspensions, il était un peu maladroit. Et j'ai l'impression, alors on va pas comparer Julien Sprunger et Tristan Chervet, mais à un moment, j'ai un peu l'impression que le public commence à se dire, il n'y a plus grand chose à détester chez ce gaillard-là. Alors oui, il va nous mettre des buts encore, mais au bout d'un moment, il faut peut-être juste respecter la carrière du gaillard. Et moi, je vois un peu une sorte de comparaison dans l'affectif. Je ne suis pas en train de dire que les autres clubs l'adorent, hein, on n'est pas là. Mais il y a un respect qui est en train de se créer autour de ce joueur, et de manière complètement légitime, parce que la longévité, tout ce par quoi il est passé, les commotions à répétition, on rappelle quand même qu'en 2009, au championnat du monde en Suisse, il finit à l'hôpital avec des cervicales brisées, et puis tu te demandes s'il va revenir, plus les commotions, plus tout ça. Et il est toujours là, il met ses 13 buts. Un total que certains joueurs n'atteindront jamais une seule fois dans leur carrière. Lui, c'est en 29 matchs à 36 ans. Ouais, ben, chapeau. Moi, ça me fait me dire quand même que quand tu vois cette carrière-là, quand tu vois cette longévité-là, j'ai une petite frustration de ne pas l'avoir vu tenter sa chance en NHL finalement. Et peut-être que à cause de David Backes, c'est un peu mis fin à une ébauche de départ. Mais que voir, parce qu'il a cette faculté à placer le puck au bon endroit. Quand il faut lever le puck puis le mettre en lucarne, Julien Sprunger, il lève le puck puis il le met en lucarne. Et des fois, on a l'impression, on se dit, mais quand on voit un joueur arriver face à un gardien, puis on dit, ah, dommage, il a pas réussi à lever le puck. Lui, il y arrive mieux que les autres. Et ça, en NHL, il est quand même grand, il a quand même cette capacité sur une petite surface. Alors, c'est clair qu'il y aurait eu beaucoup plus de défis physiques, mais ça reste une petite frustration de ne pas avoir pu juste voir. Peut-être qu'il n'aurait pas été bon, mais j'aurais quand même bien voulu le voir ce qu'il était capable de faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça manque quand même un petit peu. En même temps, voilà, il a pas, pour des raisons, tu l'as dit, je pense 2009, c'est l'année où il était mûr pour tenter sa chance. Il était encore suffisamment jeune pour se donner 2 ou 3 ans pour réussir. Voilà, il y a eu cet accident. C'est vrai, c'est regrettable, ma foi. Il faudra se contenter des suivants qui sont allés, qui ont éclaté. Mais oui, quand tu vois le succès, tu faisais la comparaison qui a fait sourire sur le plateau des Pécalistes avec Ovechkin qui marque encore des buts et des buts sur ce profil de buteur droitier. Je dis pas qu'il aurait fait une carrière à la Ovechkin, pas du tout. Mais c'est un profil qui peut avoir un succès en Amérique du Nord, le profil d'un Julien Sprunger. Être capable de marquer. En fait, c'est ça, c'est marquer des buts. En fait, ça s'apprend, puis ça s'apprend pas. C'est que tu peux être doué pour quelque chose. Julien Sprunger est doué pour mettre le but où il faut, le puck où il faut. Ouais. Et ça, c'est une denrée quand même relativement rare. Et c'est pour ça que ça aurait été sympa de voir ça. Ma foi, il y a d'autres joueurs aussi à Fribourg, mine de rien. Tu dis la solution est venue de Julien Sprunger. Ce qui est bien aussi, et ça on en a souvent parlé cette saison, et c'est aussi une des recettes du succès fribourgeois, c'est la capacité à ce que quand c'est pas Julien Sprunger, c'est un autre le lendemain qui va peut-être réussir à faire quelque chose. C'est un Nathan Marchand qui se sort un peu plus. C'est forcément un Kylian Motek qui est plus souvent qu'à son tour sur la colonne des buteurs. Ça peut être Chris Di Domenico, ça peut être la troisième ligne comme au début de saison entre Jörg Walzer et Marchand à l'époque. Ça peut être de temps en temps un Rossi, enfin vraiment beau souci pour Christian Dubé. On a l'impression que cette profondeur, en plus, si on se projette un tout petit peu, c'est hyper utile pour les playoffs. Après, il faudra voir si ce sera toujours le cas, parce qu'on sait que c'est un autre animal, comme disent les Américains. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, quand on va devoir faire les plus et les moins, en parlant du match de quart de finale de Gotteron, de dire, dans les plus, capacité à avoir plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Ouais, ils ont 6 joueurs à 10 buts et plus.
Et puis juste derrière, tu as 2 joueurs comme Schmidt et Walzer qui sont plutôt des centres et qui ont 22 et 16 points, mine de rien. Fribourg, tu as complètement raison, il y a une vraie profondeur. Il y a 8 joueurs à plus de 20 points, dont Mauro Jörg, Schmidt, Marchon. Juste derrière, tu as Brodin et Walzer qui ont 18 et 16 points. Et là, on n'a encore pas parlé du fait que derrière, tu as Diaz en play-off qui devrait encore augmenter le niveau de son jeu. Tu as Gunderson. C'est une équipe qui est, si tout le monde est là et en santé et en pleine forme, c'est une équipe qui est vraiment, qui a une très belle profondeur. Mais j'ai dit si tout le monde est en santé. Parce qu'on a remarqué, dès que tu as vite un ou deux blessés par-ci par-là, il commence vite à y avoir des trous dans l'alignement et pas de jeunes à faire monter actuellement ou pas de joueurs surnuméraires que tu peux faire rentrer comme Lausanne de temps en temps peut se dire ben voilà, Tim Boson, on te met en tribune un match parce qu'on estime qu'il y a meilleur que toi à cette place-là. Fribourg n'a pas cette profondeur-là. Donc ils ont une belle profondeur, on va dire 13 offensifs et 8 défensifs, mais au-delà, il n'y a pas. Et si je devais, à part ça maintenant, on me dit vas-y, dis-moi qui sont tes 2 finalistes du championnat. Je peux quand même, malgré tout, pas écarter une finale Zug-Zurich. Pareil. Il se trouve que peut-être qu'ils se rencontreront avant, hein, selon comment ça va se dérouler. Mais je trouve que vraiment, en termes justement de profondeur, quand tu vois la 4e ligne, c'est quand même très, très, très solide. Le retour d'Hoffmann, en gros, fait tellement de bien à Zug et fait tellement mal aux autres équipes parce que ça ajoute une arme offensive. Est-ce que Zug en a vraiment besoin? Ça ajoute de la puissance offensive. Et quand tu le vois être capable de mettre 4 buts, tu as très justement dit, ok, oui, c'est contre Langnau, très bien. Mais alors, les autres, régalez-vous, marquez 4 buts. En plus, c'était un gardien rookie qu'ils ont fait entrer et tout. Bah, allez, quand même, mettez-les, ces 4 goals. Et chapeau, ça va être... Mais ça va être très intéressant. En tout cas, si les meilleurs arrivent à se qualifier, je pense qu'on aura des playoffs parce que vu comment on joue Genève, vu si Lausanne arrive à remonter et tout, et que ça passe, on peut avoir des playoffs qui seront même Lugano aussi et tout. Ça peut être très, très, très intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout, moi, ce qui m'impressionne pour Fribourg, c'est depuis même le début de saison, hein, c'est aussi défensivement comme ça tient bien. Alors forcément, quand tu commences ta défense avec le gardien international ou l'un des 2 gardiens de l'équipe de Suisse au Jeux de Pékin, plus l'un des défenseurs olympiques et un autre défenseur étranger qui est un des meilleurs défenseurs étrangers de la Ligue, tu pars bien. Mais même, c'est aussi une question de système. C'est pas juste ces 3 individualités qui font que défensivement, Gauthieron tient la route. Mais on l'a vu contre Rapperswil, ils ont laissé un minimum d'occasions à Chervenka et compagnie. Ils ont moins de 25 shoots. À Berne aussi, Berne était clairement diminué. Beaucoup de juniors qui ont joué. Oui. Mais malgré ça, c'était un match sérieux. Fribourg, c'est vraiment une équipe qui est très sérieuse, je trouve, depuis le début de saison. Et plus on s'approche des playoffs, plus on va pouvoir commencer à se poser la question. Oui, mais en playoffs, ouais, effectivement. Et l'épreuve du feu, elle va être très, très intéressante. Mais j'aimerais juste alors aussi mettre en exergue un truc. Et finalement, je sais pas si c'est faire un mea culpa, mais je ne me permettrai pas de pouffer quand j'ai lu que Mauro Dufner venait à Fribourg. Mais j'avoue que je me suis dit, ouais, bon, c'est typiquement un défenseur de complément. Tu vas le mettre. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut s'attendre, s'il est très bien, défenseur 5, 6, 7. Et puis, entre les 3 chiffres, si c'est positif, c'est 5. Et puis, si c'est moins positif, c'est 7. Et tu parlais de rigueur défensive, sans doute aussi parce qu'il est de temps en temps mis avec Raphaël Diaz. Souvent. Et c'est aussi ça qui fait que cette paire défensive, bon Corsi, je regardais aussi le Corsi de Dufner, mon Dieu, oula, c'est tellement favorable, et aussi évidemment, et en grande partie parce que Diaz, mais mine de rien, il faut aussi, c'est pas parce que tu joues avec un très bon joueur que forcément ça va bien se passer. Non, c'est que la paire, elle marche très bien. Et c'est typiquement ce genre de joueur qui fait pas de bruit, tu le vois arriver, tu te dis, bon, en gros, entre Dufner, Camerzin, Souter ou n'importe qui, je vois pas tellement de différence notable. Et là, je me dis, yes, Jean-Fred, tu ferais mieux de t'excuser un petit peu et de dire, voilà, j'ai pas bien vu le truc, et ça prouve encore une fois que d'autres personnes sont bien plus intelligentes et ont vu
que Mauro Dufner pouvait vraiment être très utile, et c'est le cas en ce moment, je trouve. Ouais, il a que 26 ans. J'ai l'impression qu'on entend parler de Mauro Dufner un peu en... C'est un junior de Berne. C'est un ancien junior de Berne qui est parti à Bienne après. Il a fait 3 saisons à Bienne, 4 même. Après, il est parti à Genève très furtivement, Ouais. puis Rapperswil. Il était toujours un petit peu, justement, un peu bas de contingent un peu partout. Puis là, il a un rôle où il joue son quart d'heure par match. Mine de rien, non, c'est vrai qu'il est précieux. Tu l'as mentionné dans la même catégorie que Souter. Moi, je suis assez impressionné par la saison que fait Dave Souter. Il est offensivement, il est bon, il amène vraiment quelque chose. Quand tu le vois débouler sur une aile avec le puck, tu dis wow, comment on va pouvoir arrêter le train Dave Souter qui est en train d'arriver. Déjà que les patins, ça fait bien 2 mètres, donc... Et moi, je trouve que lui aussi est une des raisons pour lesquelles la défense de Fribourg tient la route, parce qu'il est ultra solide, et c'est pas un hasard si Fribourg lui a donné un nouveau contrat. Hein. Il a déjà sa petite dizaine de points. Il a fait une saison à 17 points quand même avec Bienne, quand il a un peu explosé à Bienne 2 saisons consécutives avant de partir à Zurich. Et au championnat du monde aussi. Ou alors c'était juste après, quand il était C'est juste après, c'est quand il était à Zurich. Non, c'est plus facile d'être dans le cadre élargi du championnat du monde quand tu viens de Zurich, quand tu viens de Bienne, voyons. Gladbruck, c'est juste à côté. C'est juste. Donc oui, c'est aussi lui aussi une des raisons de la bonne forme défensive de Fribourg-Gotteron. Et tout ce petit monde va devoir... en tout cas, si ce n'est augmenter le niveau, garder son même niveau dans un mois. Au retour de Pékin, il n'y aura plus qu'un petit sprint pour se remettre dans le rythme avant les playoffs. Il y a une question de Le Chu. Elle a été... certains ont répondu sur Twitter, mais je préfère quand même qu'on... Vu que c'était Coldfax était hâté dans la question. Vu qu'on nous pose la question, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Si on a la réponse, la blessure d'Eren, est-ce qu'il était mis de côté à Lugano? Alors, j'ai pas vu les réponses sur Twitter, j'avoue. Par contre, oui, il a une rechute, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, mais oui, il est pas mis de côté. Il est toujours à la case infirmerie, de ce que je sais. Pas de bol, là, à part ça, pour Eren cette saison. Hein. Ouais, lui qui cherche une porte de sortie. Enfin, la porte de sortie, on la lui a montrée, donc il a pas eu besoin de la chercher. Mais il cherche une porte de sortie pour son contrat du côté de Fribourg. Et je pense que Fribourg a tout intérêt à ce que lui aussi joue, finalement. Ce serait win-win qu'il ait un rôle à Lugano, puis qu'il montre qu'il est toujours capable de jouer dans cette ligue. Je pense qu'il est toujours capable de jouer dans cette ligue. Maintenant, typiquement... On lance des chiffres complètement au hasard, mais c'est pas au hasard, ils sont sortis ces chiffres. Mais admettons qu'il était vers les 500 000. C'était un club comme Langnau qui dit bon, il te reste une année de contrat. Nous, on te donne 3 ans 900 000 parce qu'on croit en toi, ou 3 ans 800 000. La première partie d'année, Fribourg comblera peut-être 150 à 200 000 pour quand même que tu sois pas tout perdant. Mais derrière, tu as 2 ans supplémentaires à prendre ou à laisser. Moi, je suis lui, je prends, hein, même quitte à faire un sacrifice sur la première année. Complètement. Non, c'est tout à fait juste. On va sans transition passer à Bienne et conclure notre Coldfax avec Bienne. Défaite à Zug, 3-2, tir au but. Et défaite contre Zurich, 3-2, tir au but. Défaite 3-2 après prolongation contre Genève. Ça fait 3 points sur 9 possibles. Alors là, on est sur du 1 point par match. Par chance, il y avait des points en banque. Donc, mais, alors, c'était pas simple de jouer Zug chez lui, Genève qui est en feu chez lui, et puis d'accueillir un Zurich qui est vraiment très très solide en ce moment. Brunner marque des points. Ouais, tu dis on n'est pas sur un bon trend. Après, ils ont perdu 3 coin flips de suite finalement. Ouais. Parce que 3 fois tu vas en prolongation, s'ils sortent avec 6 points de ces 3 matchs-là, on se dit, ou ne serait-ce que 5 points, t'en gagnes 2 sur 3 après prolongation, tu dis, ah bon, ils ont joué gros calendrier, mais ils ont quand même réussi à gagner. C'est juste. Je dis pas toi, mais dans l'imaginaire, quand tu vois la lignée de 3 petites pastilles rouges sur l'application de la Ligue, tu dis, 3 défaites de suite quand même. Après, tu dis, ouais, mais en fait, ils ont joué un match à Zug, ou alors on peut même voir ça différemment, ils ont joué un match à Zug, un match à Genève. Et accueillir Zurich, 3 points, ça veut dire qu'en gros, tu gagnes ton match à la maison, tu perds tes 2 matchs à l'extérieur, tu as 3 points. Et finalement, on se dit, ouais, rien à dire. Donc, c'est plutôt la lignée de défaites qui fait un tout petit peu mal. Mais vu le calendrier, vu les adversaires, effectivement, c'est pas du tout inquiétant, je trouve, d'avoir cette petite mauvaise série. Il y a eu, à part ça, je pense que si vous ne l'avez pas vu,
Ça doit être sur MySports. Sur le Twitter, on doit pouvoir le retrouver. Le goal qu'ils mettent contre Genève. Le goal de Brunner, juste avant la deuxième pause. Oh là 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 là. Je sais pas, en général, quand il y a une triangulation, c'est tic-tac-toe. Là, ils sont 4 à avoir touché le puck et je crois qu'il y a eu 5 touchés de puck. Alors c'est quoi? Tic-tac-toe, pif, paf, pouf. Il faut trouver un autre terme là. Je crois qu'ils ont hésité à inventer le 3e assist pour ce match, pour ce but-là. Effectivement, c'est Brunner, Künzle, Forster, mais t'as le droit de mettre encore un assist derrière. Personne. Il y a des assists qui sont moins mérités que celui-ci. Et oui, c'est magnifique. La confiance dans toutes ces passes en première intention, tac, 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 c'était vraiment impressionnant. Et ben voilà, quand t'as des joueurs qui sont offensivement libéré, je pense que Künzle c'est pas un artiste sur patin, mais par contre il est dans un flow offensif qui lui permet de jouer assez libéré et puis de savoir que t'as Brunner de l'autre côté, il y a qu'à faire une passe à travers le slot, l'autre si la passe est à peu près correcte, il va forcément la mettre au fond, bah c'est plus facile quoi. Mais Künzle, tu vois, c'est un truc, je me disais, autant on aime bien parler de la ligne, alors on parlait de Sekac, Fuxria qui est peut-être une ligne en développement. Alors la Kunti, la Brunner, Kunti Künzle ou Künzle. Il faudra lui inventer un nom après, au moment. Dès qu'une ligne elle a plus de 2 ans d'existence, elle doit avoir un nom. Ouais, la KCB. On va pas l'inventer maintenant, je crois, mais il va lui falloir un nom à celle-là. Mais c'est surtout qu'en fait, autant Brunner vu son âge, autant Kunti aussi vu son. J'ai l'impression qu'il est bien à Bienne et que de le sortir de Bienne maintenant, ça aurait été plus compliqué parce qu'il est dans un environnement qui lui convient très bien. Mais Künzle, vu le profil, on en parlait avant, il y a qu'à Zurich où ils arrivent à les faire pousser en serre, les Baltisberger, Miranda, Künzle. Je suis frappé qu'en fait, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas eu une surenchère au niveau de Künzle parce qu'il a accepté de rester à Bienne et je comprends tout à fait parce qu'il s'y sent bien. Ici, c'est bien. Pardon. Il est avec 2 joueurs avec qui ça va très très bien. Il y a le contexte, l'entraîneur, aucun problème. Mais moi je me disais, un Künzle, typiquement, c'est le genre de joueur, moi j'aurais pu faire peut-être pas casser une tirelire de manière déraisonnable, mais je me dis que ça peut être un type, j'ai l'impression que tu le mets à peu près que n'importe qui, vu son profil de, en gros, je me pose, je mets des charges, je suis solide, je me mets vers le but. Ça va aller, que tu me mettes Phil Poula au Kunti ou Malguin, ça va pas trop mal jouer, quoi. Ouais, il a que 28 ans depuis décembre. C'est un peu le gros contrat, là. Il vient de fêter ses 28 ans et il a re-signé jusqu'en 2024 avec Bienne. Et effectivement, je pense qu'il devait y avoir un marché intéressant pour lui. Et faut croire qu'il se plaît bien à Bienne et il a l'impression que quelque chose est possible là-bas. Il a tout à fait raison, à part ça. Et c'est dur de lui donner tort. Je parlais avant de la profondeur fribourgeoise, mais en termes de profondeur, si on regarde bien, c'est intéressant aussi parce que tu as une douzaine de joueurs à 10 points en plus, et 10 points, c'est Salinen, mais qui a joué avec une vingtaine de matchs pour y arriver. Et sinon, c'est très réparti entre Offers c'est 18 points et puis Rayala 38, ils sont 12 là au milieu. Et ils sont 10, pardon. C'est aussi assez impressionnant. Et là, les dégâts peuvent venir d'un peu partout. Et on a encore un Gaëtan Haas qui a que 20 points, alors que tu l'attends à au moins une fois et demi ça, je pense, après 30 matchs. Oui. Un point par match, c'est ce que tu attends d'un Gaëtan Haas. C'est assez intéressant de voir les parallèles en termes de construction, justement, d'équipe. Ça n'a rien à voir dans le jeu et dans la façon de jouer. D'ailleurs, elles s'affrontent vendredi, mais avec Fribourg, où justement, tu as ces 3 lignes qui peuvent scorer. Défensivement, ça tient la route. Mais après, offensivement, il y a un peu plus de mouvement du côté de Bienne. Fribourg, c'est sur le rush, ils attaquent beaucoup. C'est un des points sur lequel insiste Christian Dubé. Le rush, c'est en gros se créer une occasion dans les 5 secondes après que tu aies récupéré le puck en zone défensive. Ouais. The rush, c'est ça exactement. Le truc. Et c'est intéressant de comparer les 2 profondeurs d'équipe. Par contre, à la différence de Fribourg, c'est que s'il y a 2 ou 3 absents côté biennois, tu as quand même le réservoir pour compenser sur une petite période sans trop de peine
avec justement des jeunes qui peuvent monter, un Schlepfer, un Garessus, comme tu en parlais tout à l'heure, qui peuvent prendre un rôle un peu plus en lumière, ou un Ishier qui peut toujours avoir un peu plus de rôle de temps sur un powerplay si nécessaire. Bref, je pense que Bienne a un peu plus de profondeur. Peut-être ce serait la différence par rapport à une équipe comme Fribourg actuellement. Il y a une question qui nous a été posée par Marc Egui et je me permets de la mettre là. C'est la dernière question qui reste, mais parce que je pense en même temps à une option et tu me diras si je suis débile ou si ça peut se faire. Il y a les prêts des joueurs des équipes 11 à 13 qui vont donc logiquement Ajoie, on sait qu'ils ne feront pas les playoffs, ils sont déjà en rouge sur le site de la Ligue. Langnau, ça va faire pareil. Et les 11e, alors là, ça sera sans doute plus la bagarre, puisque Ambry et Berne, en ce moment, luttent les deux pour cette dernière place qualificative. Mais du coup, est-ce qu'Ajoie pourrait, alors lui, il prend cet exemple, pourrait prêter un étranger ou Frossard, qui pourrait intéresser des équipes qui veulent faire un push en playoff. Et j'irais aussi à dire, est-ce que Olofsson, qui a déjà signé à Bienne pour les 2 prochaines saisons, est-ce qu'on pourrait imaginer que Langnau et Bienne se mettent d'accord pour dire, écoute, voilà, moi, il a fini sa saison avec moi, écoute, vas-y. La date limite des transferts a été repoussée du 31 janvier au 15 février. Donc en théorie, c'est quelque chose qui est... Si je me trompe pas, je n'ai pas posé la question, mais de ce que je sais, oui, c'est quelque chose qui est pas impossible en tout cas. Ça pourrait être aussi, parce que je crois que c'était un article de Watson alémanique qui disait que les clubs de Swiss League pourraient être intéressés d'aller piocher des joueurs de National League, justement faisant partie de ces équipes 11 à 13, pour avoir un contingent un tout petit peu plus étoffé en cas de finale. On peut imaginer un Cloton, par exemple, qui ne doit pas moins avoir de soucis financiers et qui pourrait tout à fait, pour un mois, admettons, ou même moins, au match, avoir un joueur, puis ça fait finalement tout ça de gagner pour le club. On est toujours en situation quand même post-Covid, on va dire, donc je pense que de gratter quelques sous ici et là, c'est pas forcément dommage. Ça va être intéressant de suivre pendant les Jeux Olympiques, ça nous fera discuter, à mon avis, sur les différentes options pour les clubs jusqu'au 15 février. Ouais. Fin de l'épisode 20. Non, j'ai aucune idée, j'ai dit un chiffre complètement au hasard. Fin de l'épisode 18 de Colfax cette saison 4. L'épisode 20 sera pendant les Jeux Olympiques. Ouais. On continue malgré la trêve. En tout cas, mercredi prochain, on est à coup sûr là. Il n'y aura pas de match de Jeux Olympiques parce que ça n'aura pas commencé. Ensuite, on verra un peu au coup par coup. Mais la semaine prochaine, on est présent. Et d'ici la semaine prochaine, on est aussi présent pour répondre à toutes vos questions si besoin, s'il y en a. Abonnez-vous à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, etc. On est présent sur Twitter, Instagram, Facebook. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Pas grand-chose, si ce n'est bonne 2 dernières journées de championnat avant la trêve. Exactement, à bientôt.